Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. L'autonomie, en particulier en hiver, est un problème que rencontrent les électromobilistes, surtout les débutants. Pour cette vidéo, j'ai voulu mettre des chiffres sur des notions qui restent plutôt floues, même pour les plus aguerris. J'ai donc fait plusieurs sessions de test avec ma Tesla Model S, et vous allez voir que ça donne des résultats qui, s'ils sont parfois surprenants, facilitent la compréhension du phénomène. Aujourd'hui, nous allons parler autonomie, hiver et préconditionnement. Avant de se lancer à corps perdu dans les chiffres, je vous rassure, ce ne sera pas compliqué. On va rester au niveau mathématique du CM2. Addition, soustraction, multiplication et division, tout ça. Bon, ceci étant dit, on peut commencer. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux pour vous renseigner sur la voiture électrique, surtout en cette période glaciale par chez nous, vous serez interloqué par le nombre de posts où des électromobilistes se plaignent de la consommation de leur auto en hiver. En regardant les commentaires, vous voyez aussi les anti-VE se gausser des soucis de ceux-ci, et en profitent pour placer leur « les VE c'est de la merde » comme s'ils détenaient la vérité absolue. D'ailleurs, l'autre commentaire désobligeant, c'est « oh bah s'il faut être ingénieur pour conduire une VE », eh bien, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment ça marche. Il n'est en revanche pas nécessaire de tout connaître pour avoir une utilisation correcte. C'est un peu comme en thermique, pourquoi on met pas de diesel dans une voiture à essence? Vous savez peut-être pas pourquoi, mais vous ne le faites pas quand même. En revanche, ce qu'on voit moins souvent, ce sont les gens comme moi qui ne se plaignent pas du problème d'autonomie en hiver, puisqu'il nous impacte moins, nettement moins, que les gens qui arrivent et qui découvrent le phénomène. Pourquoi? Parce que nous savons ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Et que nous avons une voiture bien conçue aussi, hein. Faut bien reconnaître que certaines autos, c'est pas terrible. Pour comprendre ce qui va suivre, voyons déjà pourquoi une voiture électrique consomme plus en hiver et pourquoi c'est moins visible sur une thermique. Commençons par les conditions extérieures. L'hiver, il fait plus froid que l'été. Oui, allô? Comment ça, vous êtes les ayants droit de Monsieur de la Palisse? Vous voulez des royalties? Non mais attendez, c'est une plaisanterie. Contactez mon avocat. C'est bon, vas-y, continue. Bref, la température basse a un effet sur la densité de l'air qui se contracte. La chaleur est en effet une énergie qui agite les atomes. S'ils sont calmes, ils se resserrent, et il y en a plus dans un même volume donné. Plus de densité, c'est plus de résistance aérodynamique. Mais pas tant que ça en fait. Les différences sont plutôt minimes, mais se font sentir au fur et à mesure que la vitesse augmente. En ville, donc, aucun effet. Et pourtant, la voiture consomme plus. Certains diront que c'est lié aux pneumatiques et à la friction. Il est connu que les pneus hiver font consommer un peu plus. Mais en fait, c'est une notion plutôt erronée. Les pneumatiques hiver sont conçus pour être utilisés en hiver. Et oui. Non, c'est bon, laisse sonner. Leur bande de roulement est constituée de thermogomme, à savoir une gomme plus tendre et souple que les pneus été, mais à température identique. Une thermogomme est formulée pour avoir la même adhérence par des températures froides qu'une gomme été par des températures plus chaudes. Leur coefficient de friction est donc à peu près identique du moment qu'on fait la mesure à leur température de fonctionnement respective. Bon, ça c'est pas non plus ce qui fait consommer beaucoup plus. Ensuite, on peut incriminer les précipitations. La pluie est un facteur de surconsommation, mais c'est valable aussi bien en hiver qu'en été. Certes, l'eau froide a un coefficient de viscosité supérieur à l'eau chaude, mais ce n'est pas transcendantal comme différence. On n'a jamais vu de l'eau froide couler moins vite que de l'eau chaude, même si c'est le cas. On ne le voit que si on fait des mesures extrêmement précises. C'est imperceptible et peu pertinent pour notre sujet, puisque même par temps froid et sec, on surconsomme. Eh bien quoi alors ? En fait, il y a deux coupables qui sont les raisons qui nous font réellement surconsommer en hiver. La température de fonctionnement idéale de la mécanique et notre petit confort. Commençons par le plus compliqué. Lorsque des pièces mécaniques sont en mouvement, elles doivent être lubrifiées. Or, contrairement à l'eau, l'huile est un liquide dont la viscosité varie beaucoup avec la température. À froid, les huiles présentes dans les réducteurs ou les moteurs sont plus visqueuses, et il faut donc plus d'énergie pour les mettre en mouvement. Dans une voiture électrique, les huiles sont très fluides à la base, puisqu'elles ont des fonctions d'antifriction et de refroidissement uniquement,
Tandis que les huiles présentes dans les moteurs thermiques, c'est bien différent. Elles sont conçues pour fonctionner à de très hautes températures et doivent donc chauffer à plus de 100 degrés pour que le moteur fonctionne de manière optimale. Avant cela, elles causent des surconsommations importantes aussi. Pour les voitures électriques, la température idéale des huiles est plutôt de 30 à 50 degrés. On pourrait penser que c'est du coup plus rapide de les mettre en température. Eh bien non. Un moteur thermique consomme énormément d'énergie, dont la majorité finit en chaleur. Avec des rendements de 15 à 25%, 75% de l'énergie sert à réchauffer l'environnement, dont les huiles et les pièces mécaniques. Les jeux de fonctionnement deviennent alors optimaux et le moteur peut fonctionner normalement après 25 à 30 minutes de route. Quoi? Tant que ça? En fait, tout dépend du trajet. En ville ou sur route, voire dans les embouteillages, c'est ce qu'il faut compter. Sur autoroute, c'est plus de 15 à 20 minutes. Pour l'électrique, c'est bien plus long encore, mais moins critique. Le rendement des moteurs électriques sont si bons qu'il y a peu de chaleur pour réchauffer l'huile, et il faut compter sur la friction entre les pièces mécaniques pour apporter un peu de chaleur en plus. Ainsi, un moteur électrique reste parfois à 20 ou 25 degrés, alors que son huile est la meilleure à des températures un peu plus élevées. Ce n'est pas un problème pour la lubrification, mais le moteur consomme un peu plus. Reste un dernier point qui ne concerne que la voiture électrique, la température de la batterie. Idéalement, la plupart des chimies sont plus efficaces entre 25 et 35 degrés. Toutefois, elles fonctionnent correctement au-delà de ces bornes. Mais attention, pas trop loin des bornes. Et je parle de bornes mathématiques, je parle pas de bornes de recharge. Les cellules nickel-manganèse-cobalt ou nickel-cobalt-aluminium peuvent fonctionner entre 0 et 45 degrés, tandis que les lithium-fer-phosphate préfèrent rester entre 10 et 50 degrés, voire 60 pour certaines cellules, dont les BYD Blade par exemple. Du coup, la gestion de la température de la batterie peut avoir une influence non négligeable sur la consommation, à cause du besoin en réchauffage ou en refroidissement, mais seulement dans les cas extrêmes. Je reviendrai un peu plus loin là-dessus, ça peut avoir une grande importance sur la consommation en hiver. Pour conclure cette partie, on voit ici la grande différence entre une auto thermique et une électrique. La thermique génère beaucoup de chaleur, quoi qu'il arrive, et donc ne surconsomme qu'à froid. L'électrique, qui ne génère que peu de chaleur, est non seulement plus impactée par l'environnement, mais aussi par les températures, car elle fonctionne légèrement en dehors de sa plage de chaleur idéale. Bon, il est temps maintenant de parler du second coupable de notre surconsommation, notre petit confort. Rouler dans une voiture froide n'est pas agréable. Et pas très sécurisé non plus. Il faut dégivrer les vitres et idéalement se passer de gants, moumoutes et autres anoraks. En clair, pour une conduite sécurisée, il faut qu'il fasse assez chaud dans l'auto. Pour la voiture thermique, pas de souci. Plutôt que de jeter la chaleur à l'extérieur, on peut utiliser à ses fins l'énergie qui est de toute façon dépensée. Même si certains modèles ont recours à des résistances chauffantes pour accélérer le processus de chauffe, c'est aussi alimenté par de l'énergie qui est de toute façon perdue si on ne s'en sert pas. L'alternateur tourne quoi qu'il arrive et rejettera toute l'électricité non consommée en chaleur. Dans une voiture électrique, puisqu'on n'a pas d'énergie calorifique excédentaire, il faut la produire. Et donc, la facture de chauffage s'additionne à celle des surconsommations hivernales. Bien, maintenant qu'on a les raisons, que peut-on y faire? Quoi qu'il arrive, il faudra consommer un peu plus d'énergie. Mais on peut ruser grâce au préconditionnement. Dans une voiture thermique, préconditionner veut dire laisser tourner le moteur avant de partir. Le principe est simple. Si le moteur génère de la chaleur, il réchauffe l'habitacle et en plus monte en température pour atteindre plus vite sa température de fonctionnement normale. Il va consommer de l'énergie pour ça et en plus il va vous pourrir l'atmosphère. Sur une voiture électrique, pas possible de faire tourner le moteur à l'arrêt. Mais certains le font quand même, dans un certain sens. Bon, avant d'en arriver là, voyons comment cela fonctionne habituellement. Une voiture électrique peut activer son chauffage indépendamment du ou des moteurs. Le système de chauffage est équipé soit d'une pompe à chaleur, soit de résistance chauffante. Certains ont même les deux. On consomme alors de l'énergie pour chauffer l'habitacle, mais il est possible aussi de réchauffer la batterie si elle est trop froide. Or, une batterie, c'est un bon gros bloc bien lourd, et sa masse a aussi une importance dans l'énergie nécessaire pour la réchauffer. Pour faire fondre un glaçon de 10 grammes, il faut moins d'énergie que pour réaliser la même chose avec un pain de glace de 10 kg. Chaque matériau a une chaleur massique spécifique exprimée en joules par gramme et par degré Celsius. Multipliez celle-ci par le poids de ce que vous avez à réchauffer et par le nombre de degrés désirés, et vous avez votre consommation.
Tout à l'heure, je vous parlais des températures de fonctionnement ou des zones où la batterie fonctionne bien. Si votre batterie est à 0 degré, il est important de la réchauffer rapidement, sinon elle ne donnera pas son plein potentiel. Mais en plus, elle rencontrera une dégradation plus importante dans le temps. C'est pour cela que si la température de batterie n'est pas optimale, la gestion de charge et décharge limite la puissance sur une borne rapide par exemple. Certains constructeurs ne proposent pas de réchauffage de batterie, mais ce sont souvent des autos équipées de cellules contenant du nickel, comme sur la Zoé. Leur fonctionnement à basse température est meilleur et donc l'absence de réchauffe n'est perceptible que lors des charges rapides. Avec la Renault 5, le constructeur a ajouté cette fonction et du coup, lorsque les températures sont très froides, les consommations s'envolent. J'ignore comment le réchauffeur est géré, mais visiblement, Renault a décidé de le mettre en fonction dès des températures relativement élevées, c'est-à-dire au-dessus de 5 degrés. Chez Tesla, la situation est différente. Et là, je vais vous donner les résultats de plusieurs essais que j'ai faits depuis quelques semaines. Lorsque vous enclenchez le préconditionnement depuis l'application, deux choses se passent. Premièrement, le système de chauffage de l'habitacle démarre. Dans ma Model S, ce sont des résistances qui font le job, en consommant 3 kW si la température est au-dessus de moins 10 degrés et 6 kW en dessous. Pour la batterie, le même système existe et donc de façon identique va réchauffer la batterie via le circuit de refroidissement avec des résistances de 3 à 6 kW. Sitôt que le pack atteint une température de fonctionnement acceptable, entre 5 et 10 degrés, le réchauffeur s'arrête, sauf si vous avez programmé une recharge rapide dans le GPS, auquel cas, il continuera jusqu'à monter à des températures de plus de 30 degrés. Pour les modèles 3 et Y, la pompe à chaleur fait le job pour l'habitacle, tandis que la réchauffe de la batterie passe par le moteur arrière. C'est là qu'on parle d'un moteur qui est mis en fonction alors que la voiture ne roule pas. Du courant est envoyé dans les enroulements du stator pour créer de la chaleur. Au lieu de synchroniser les phases pour que le moteur tourne, elles le sont pour que les forces liées aux enroulements s'opposent les uns aux autres. Ainsi, le moteur ne tourne pas, mais il chauffe. Ça a l'avantage de réchauffer l'huile qu'il contient également. La chaleur est envoyée là aussi dans la batterie via le circuit de refroidissement. Or, maintenant qu'on sait comment fonctionne le préconditionnement, on voit que ça consomme de l'énergie. Mais est-ce plus intéressant que de réchauffer la voiture en roulant, comme sur une thermique? À voir. Nous l'avons vu, rien n'est gratuit sur le plan énergétique. La voiture thermique perd de l'énergie en permanence. Et on peut en récupérer un peu lorsque le besoin s'en fait sentir, tandis que la voiture électrique devra consommer cette énergie pour atteindre le même résultat. Le but est maintenant de savoir si oui ou non ce qu'on consomme lors du préconditionnement est plus ou moins important par rapport au gain en termes de consommation. Et là, malheureusement, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de réponse unique. Ce serait trop facile. Lorsque la température devient vraiment basse, à savoir sous le point de gel, préchauffer est une évidence pour des raisons de sécurité. Ensuite, le problème est de savoir combien de temps préchauffer. Est-ce qu'avoir un habitacle chaud suffit ou est-il préférable d'attendre un peu plus que la batterie soit chaude? Encore une fois, ça dépend. Je vais vous illustrer cela par deux exemples tirés de mes tests. Dans les deux cas, je devais réaliser un trajet aller-retour de 80 km environ. Pour le trajet aller, je n'ai pas préconditionné sur le premier trajet. Ma consommation s'est élevée à 24,5 kWh au 100 pour l'aller, soit 39 km. Au retour, j'ai consommé 21,3 kWh au 100, toujours pour 39 km, mais cette fois avec une batterie et une voiture chaude. Ma voiture a mis 45 minutes à l'aller pour atteindre la température idéale pour la recharge rapide, soit 19 degrés pour le pack, le tout par moins 2 degrés à l'extérieur. Si je fais un calcul rapide, j'ai donc consommé 9,555 kWh pour l'aller et 8,307 kWh pour le retour. Le réchauffage de ma voiture a donc coûté 1,248 kWh. Si j'avais préchauffé sur une durée de 15 minutes, j'aurais économisé cette énergie. Mais j'en aurais consommé au départ. Avec une puissance de 5 à 6 kW que j'ai pu relever sur Scan My Tesla dans des conditions similaires le lendemain, j'aurais consommé 6 fois 1 quart égale 1,5 kWh. J'ai donc consommé un peu plus en préconditionnant. Si le trajet avait été plus court, le gain aurait été mangé par les pertes, tandis que si le trajet avait été plus long, on aurait gagné un peu, mais pas tant que cela, puisque la voiture se réchauffait en roulant. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait le même trajet avec un préconditionnement de 15 minutes. Mes consommations se sont élevées à 22,8 kWh au 100 pour le trajet aller, tandis qu'au retour, je suis tombé à 20,8. Encore une fois, j'avais une différence, mais moins marquée entre l'aller et le retour. Et le gain économique n'est pas du tout évident. Mais, il me restait un test à faire. Préconditionner sans que cela ne me coûte quoi que ce soit. Et oui, c'est possible.
J'ai programmé la charge de ma voiture pour qu'elle se termine au bon moment, à savoir lorsque je suis parti. Ma batterie était alors à 10 degrés et le réchauffeur de ma Tesla ne s'est pas mis en route. Du coup, sans préconditionner, j'avais des consommations plus faibles qu'avant, avec entre 18,5 et 20 kWh au 100. C'est la réaction électrochimique de la recharge qui a fait le boulot pour moi. Reste que ma voiture n'est pas un bon exemple, puisqu'elle est équipée de moteurs à induction. Si leur propension à chauffer est perçue comme un défaut en été, c'est un sacré avantage en hiver. Cette chaleur est redirigée vers la batterie. Au mieux, elle la réchauffe et au pire, elle maintient la température. Dans le cas d'auto avec un seul moteur ou des moteurs à aimant permanent, la quantité de chaleur est plus faible et le passage de l'air froid sous la voiture cause une chute de température de la batterie. Cela donne parfois des résultats décevants, comme sur la i208 ou la R5, dont les moteurs génèrent peu de chaleur. C'est d'autant plus problématique pour certaines autos qui ne réutilisent pas la chaleur des moteurs pour réchauffer la batterie ou l'habitacle. Ça, c'est un défaut de conception. De plus, chaque constructeur a sa manière de gérer la batterie, et clairement, je pense que Renault semble enclencher le réchauffeur bien trop longtemps, ce qui cause des surconsommations en hiver. J'en aurai la confirmation lorsque mon épouse aura pris possession de la sienne, et j'espère que ce sera encore en période de froid, pour faire les tests avec un diag branché sur la prise OBD. Reste un cas où cette fois, le bilan énergétique n'est pas important. Il existe des situations où on a besoin d'une bonne autonomie au quotidien, même avec des citadines. Ainsi, sur le groupe R5 sur Facebook, que je suis en ce moment, l'angoisse de la panne est parfois une réalité. Préchauffer l'auto avant de partir en la laissant brancher à sa prise permet de gagner en autonomie, car c'est un double bonus. Premièrement, l'énergie du préconditionnement est prise dans le réseau et non dans la batterie. On peut alors partir avec le plein d'énergie et bénéficier de consommations plus faibles en plus. Si je prends le cas de mon premier essai avec la Model S, partir avec une voiture chargée à 100% me permettrait de disposer de 70 kWh environ. Ma consommation moyenne aller-retour s'est élevée à 22,9 kWh, soit une autonomie de 305 km. Sur mon dernier trajet, après une recharge lente à la maison, donc batterie tiède, j'ai consommé 19,3 kWh en moyenne, soit 363 km d'autonomie. Sacrée différence, si on en a réellement besoin, vous ne trouvez pas ? En conclusion, que peut-on dire au sujet du préconditionnement? Est-ce utile, souhaitable ou indispensable? Préchauffer avant de partir permet de profiter à plein de l'énergie dépensée, car l'auto est immobile. Lorsque l'on roule, l'air passant sous la voiture va refroidir le pack. Si le ou les moteurs ne compensent pas, il faut alors dépenser plus d'énergie qu'à l'arrêt pour le même résultat. Quoique, en effet, la déperdition de chaleur dépend de la différence de température entre le pack et l'environnement. Plus la différence est élevée, plus la déperdition est importante. Au final, préchauffer ou non dépend de tellement de facteurs qu'il faut le faire un peu au jugé, et avec sa propre expérience et ses propres conditions d'utilisation. Finalement, c'est pas très différent d'une voiture thermique. En ce qui me concerne, je ne préconditionne que si la voiture est gelée. Le reste du temps, elle est sagement branchée sur sa borne, même si elle ne charge pas. En effet, Tesla garde le contrôle de température de la batterie actif dans ces cas-là. La batterie est réchauffée sitôt qu'elle passe sous la barre des 5 degrés. Si elle n'est pas branchée par contre, elle peut descendre plus bas, et alors le réchauffeur entrera en fonction dans les premiers kilomètres, ce qui consommera beaucoup. Chaque auto est différente et sa gestion particulière. Je pourrais vous donner les informations sur la R5, mais pas forcément sur tous les modèles du marché. Donc, si vous avez des tests et que vous avez l'expérience d'autres modèles, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à m'envoyer vos données et conclusions par mail, car je compte créer une base de données utile à tous les utilisateurs. Elle sera disponible gratuitement sur le site internet du Choucroute Garage. Enfin, sur le nouveau site, puisque je vous prépare quelque chose. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à le faire parce que je suis allé faire des essais, je suis allé un petit peu creuser et on en reparlera pour la R5, soit en short, soit peut-être dans le journal, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous retrouve dimanche prochain pour le journal de la mobilité tech qui promet d'être assez chargé quand même, puisque il va y avoir pas mal d'infos. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas le rater, et puis si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à en regarder d'autres du Choucroute Garage et à partager mon travail. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.